Bienvenue dans le débat de France 24. S'il reste encore ici et là des voix qui minimisent sa gravité, il suffit d'un exemple pour prendre toute la mesure de la pandémie, la manière dont la première puissance mondiale, les États-Unis, subissent de plein fouet cette crise du coronavirus. Un pays qui à lui seul recense un tiers des cas déclarés à la surface du globe. Près d'un mort sur trois aussi est américain, loin, très loin pourtant du foyer d'origine en Chine. Pourquoi l'État le plus riche de la planète est-il ainsi frappé davantage que des pays plus vastes, plus pauvres ou bien plus peuplés? Qu'est-ce que cela révèle des failles des États-Unis et quelles conséquences pour le leadership américain? États-Unis, la super impuissance face au Covid-19. On en débat avec Marie-Agnès Suquet, journaliste. Vous êtes installée à Los Angeles, en Californie. Vous y avez réalisé avec Gary Grably un documentaire diffusé la semaine dernière sur France 5 intitulé États-Unis, les sacrifiés de la santé. Vous nous direz pourquoi ce système met tant d'Américains aujourd'hui en situation de détresse. Également avec nous aujourd'hui, Mathieu Jabodon, vous êtes médecin, à l'origine anesthésiste réanimateur au CHU de Clermont-Ferrand. Vous avez entrepris, voilà bientôt un an, de passer une année de recherche et d'enseignement à l'université Vanderbilt de Nashville, dans le Tennessee. Oui, mais voilà, la crise du coronavirus vous a rattrapé et vous vous êtes retrouvé en première ligne dans l'État de New York face à l'épidémie. Vous nous direz dans quelles circonstances et ce que vous en avez retenu. Jean-Éric Brana, vous êtes maître de conférence à l'université Paris 2, Panthéon-Assas, et vous venez de publier chez VA Éditions « Rien ne sera plus comme avant, l'Amérique au temps du coronavirus ». Et puis enfin, avec nous, Mathieu Mabin, un visage bien connu de France 24, correspondant pour nous à Washington. Mathieu, on verra avec vous où en sont les États-Unis dans ce combat alors qu'on est censé être en pleine campagne présidentielle. L'élection, je vous le rappelle, est dans 6 mois, moins 2 jours maintenant. Et pour bien comprendre ce qui est devenu la vie quotidienne pour certains Américains, direction d'abord New Rochelle. C'est là qu'est situé le premier foyer de l'épidémie dans l'État de New York, le plus durement frappé aux États-Unis. Un reportage signé Céline Bruno et Jessica Lemazurier. Devant la soupe populaire de New Rochelle, la file d'attente s'allonge de minute en minute. Cette ville a été la première de l'État de New York frappée par le coronavirus. Le confinement et les fermetures ont eu un effet dévastateur sur l'économie locale. What we've seen is a lot of members of our community losing their job. If we can alleviate and help families with this area, which is about produce and having to avoid to go to the supermarket and spend money and use that money for medical supplies or rent, we are able to help the families with at least the nutritional aspect and alleviate as much as we can the food insecurity in our community. La population de cette banlieue de New York est très diverse. Parmi les plus vulnérables, les sans-papiers, nombreux à New Rochelle. Pour eux, cette banque alimentaire est une bouée de sauvetage. Realmente la situación sí está grave. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, yo no trabajo, me dedico a estar en casa cuidando de mis 2 hijos. El más pequeño tiene asma. Mi esposo, por ejemplo, ahorita ya tiene 2 semanas sin trabajo, que es el que estamos dependiendo de él. Claudia et Anna ne savent pas encore comment elles vont payer leur prochain loyer. Mais pour le moment, elles ont un toit et elles sont certaines que leur famille est en sécurité. Sécurité, distance sanitaire, des principes bien loin du quotidien des presque 80 000 sans-abri de New York. À Manhattan, la mission Bowery est elle aussi débordée. Chaque semaine, il faut s'adapter. En temps normal, 200 personnes viennent ici pour le déjeuner. Ils sont aujourd'hui 500. Les sans-abri font partie de la population la plus à risque. Leur santé est souvent fragile et leur hygiène insuffisante, nous explique James Winans, le responsable de la mission. We're telling people hygiene is so important, to stay clean is so important, but where are people going to wash? And so that's why we've added bathrooms here outside the Bowery Mission. That's why we have a hand washing station for people prior to the meal. That's why we have this shower van here so that people can actually get a shower. We're doing it all outdoors. En plus de la distribution des repas, la mission Bowery héberge toutes les nuits 325 personnes à travers New York. Dans les dortoirs, la promiscuité est flagrante. Daniel vit ici depuis 3 mois. Conscient du danger, il essaie comme ses voisins de limiter les risques. We do the best we can. We take precautions, we wear gloves, we clean our areas 4 to 5, 6 times a day. If somebody is ill or has symptoms of being ill, the staff immediately takes charge of the situation. That person is sent to either a hospital or to a testing site. À travers la ville, certains hébergements sont devenus des foyers de contamination.
La mairie de New York a décidé de mettre à disposition 6000 chambres d'hôtel pour les personnes à la rue qui sont contaminées et pour les sans-abri les plus âgés. Ce que l'on vient de voir là, c'est la réalité pour les sans-abri, les sans-papiers, pour tous ceux qui étaient déjà les plus vulnérables avant l'épidémie. Mais pas seulement. Qu'avez-vous vu, vous, Mathieu Jabodon, ou plutôt, qui avez-vous vu dans l'unité de réanimation où vous avez travaillé à New York? Alors voilà, moi j'ai exercé pendant donc un peu plus de 15 jours, comme vous l'aviez dit en introduction, dans l'hôpital New York Presbyterian Queens, donc dans un quartier, le Queens à New York, qui a été particulièrement frappé par l'afflux de patients, par le nombre de cas, par le nombre de décès. Et donc dans cet hôpital qui a une vocation dite publique, alors ce terme est sûrement emprunté, je ne veux pas commettre d'impair vis-à-vis des experts du système de santé américain qui sont aussi présents aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, mon ressenti, ça a été effectivement d'avoir vu l'ensemble de la population locale de ce quartier de Queens, dans sa bien représentée, on va dire, avec ses différentes minorités, un quartier plutôt pauvre, je dirais, sans être encore une fois un expert de la région, mais en tout cas une population, oui, locale, très touchée, très touchée. Comment avez-vous été amené à rejoindre cet hôpital du Queens? Je rappelle que vous vous trouvez là à Nashville, dans le cadre d'un détachement. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis anesthésiste réanimateur de formation, et puis comme vous l'avez dit, je fais aussi de la recherche, de l'enseignement. Je suis médecin donc au CHU de Clermont-Ferrand, et je suis aussi maître de conférence à l'université Clermont-Auvergne. C'est dans le cadre de mon cursus, effectivement, que depuis 1 an, je travaille à l'université Vanderbilt de Nashville. Et au moment où tout le monde a été frappé, les différents pays les uns après les autres, par cette pandémie, par le nombre croissant de patients atteints notamment de ces formes de détresse respiratoire grave qui les mènent en réanimation, j'ai d'abord participé à des efforts locaux de formation de certains personnels sur la ventilation mécanique, etc. Et puis je m'étais porté volontaire, si le besoin s'en faisait ressentir, pour aider ici en réanimation, si besoin, donc à Nashville. À Nashville, la situation était calme et elle est toujours très calme. Mais il y a eu à ce moment-là des un problème, visiblement, de liaison avec Nashville. Bon, on l'a bien compris, il a fallu faire appel en urgence aux ressources possibles sur le territoire américain. C'est fréquent, ça, Marie-Agnès Suquet. Ça illustre la manière dont le système de santé américain a été pris de court par cette épidémie. Alors, je pense qu'en fait, le système de santé en fait n'était pas du tout prévu pour répondre en fait à une telle vague, et on a pu le voir à New York où vraiment ils ont été complètement dépassés par la contamination au coronavirus. Moi ici en Californie, ce que j'ai vu, c'est surtout beaucoup d'infirmiers, ceux qui étaient encore mobilisés, qui étaient complètement, on va dire, effrayés par le manque de précautions qui leur étaient offerts, et surtout qui étaient aussi interloqués de voir que beaucoup de leurs collègues, alors même qu'ils préparaient l'intervention en cas de vague qui allait arriver sur la Californie, beaucoup de leurs collègues avaient été, eux, de leur côté, licenciés, puisque pour faire face à cette épidémie, les hôpitaux ont dû suspendre toutes les opérations non urgentes. Donc, c'est tous les médecins qui n'étaient pas spécialistes de réanimation ou anesthésistes comme Mathieu qui ont été mis de côté, les infirmières qui allaient avec. Et donc, pour faire face à cette vague qui arrivait, en même temps, on a aussi licencié beaucoup de gens qui n'étaient plus disponibles, enfin qui n'étaient plus efficaces pour l'hôpital puisqu'on n'avait plus d'opération. Et donc c'est un petit et parallèlement on a fait appel à des volontaires pour venir. Donc c'est un peu, ça vous montre un petit peu le système de business, c'est-à-dire que l'hôpital a besoin d'argent. Quand il y a plus de patients, il perd de l'argent. Donc il s'est séparé d'une partie de son personnel alors même qu'on était face à une pandémie qui s'attaquait à tout le pays. On voit un peu comment fonctionne ce système. Jean-Éric Brada, l'alerte avait été donnée pourtant dès le mois de janvier par l'OMS. L'Amérique a-t-elle tardé à réagir? Et si oui, à qui incombe ce défaut d'anticipation?
Alors, l'alerte a été donnée sans être donnée par l'OMS. En réalité, l'OMS a un petit peu tardé là-dessus, puisque fin janvier, l'OMS expliquait qu'il y avait une crise certaine en Chine, mais qu'elle était cantonnée à la Chine et qu'on pouvait voyager, qu'on pouvait faire du commerce. Donc, c'est toute la polémique qui se déroule aujourd'hui avec ce rapport entre l'OMS et les États-Unis. Et là, pour le coup, avec raison, puisque c'est vrai que les experts de l'OMS, au bout de 2 réunions d'urgence, n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur le fait que cette pandémie allait devenir mondiale. C'est au début février, donc les tout premiers jours de février, qu'on prend conscience, donc une semaine après en réalité, de ce qui se passe. Et tout cela va entraîner effectivement cet effet domino à travers, ou plutôt l'effet papillon pour le coup, puisque c'est vrai que c'est allé très très vite et très fort à travers le monde. Mais aux États-Unis, on n'y a pas cru pendant très longtemps pour 2 raisons. D'abord parce qu'on se sentait loin et protégé, et la seconde, c'est parce que le président des États-Unis lui-même expliquait qu'il n'y avait rien à voir, que c'était une affaire pas très sérieuse, qui allait disparaître au printemps, et que surtout c'était une affaire politique pour essayer de le faire tomber. Une de plus, expliquait-il à ses troupes. Ça, c'était le 28 février, donc on était encore très loin de la prise de conscience. Vous avez vous-même, Mathieu Mabin, observé un flottement à Washington, la capitale fédérale où vous vous trouvez. Oui, bien sûr, évidemment un flottement, mais je dirais un flottement qui est à peu près équivalent à celui qu'on a pu observer dans certains pays d'Europe finalement, mais avec une capacité de réaction forcément inférieure à celle des pays d'Europe, puisque ici, il faut bien se représenter une chose, c'est que les dimensions ne sont strictement pas les mêmes, ce qui complique considérablement la tâche. Mais ce qui complique encore plus la tâche pour le pouvoir central, pour l'État fédéral, c'est la multitude d'États qui composent ce pays. Finalement, il y a autant de manières de gérer la crise du coronavirus que d'États aux États-Unis, c'est-à-dire au moins 50 incarnés par 50 personnalités qui sont les gouverneurs de ces États, lesquels gouverneurs d'État utilisent finalement leurs fonds propres et leur stratégie propre pour lutter contre le coronavirus. Mais Jean-Éric le disait à l'instant, effectivement, le virus n'a pas été pris au sérieux par l'administration centrale, par la Maison-Blanche immédiatement, mais ce qu'on a pu observer en revanche, c'est une réaction, la seule finalement que Donald Trump pouvait opérer après avoir raté le rendez-vous initial, c'est le déblocage de fonds absolument colossaux, 2200 milliards de dollars d'abord, renforcés par 500 nouveaux milliards de dollars, ce qui est une somme absolument énorme. Un fusil a un coût en réalité, puisque l'État fédéral ne pourra pas se permettre un nouveau plan de sauvetage, en tout cas pas dans ces proportions. Et c'est concrètement la raison pour laquelle Donald Trump met tout en œuvre pour relancer l'activité et forcer le redémarrage de l'économie américaine, malgré les indicateurs qui nous disent encore aujourd'hui qu'en cas de reprise prématurée de l'activité économique aux États-Unis, on risque de voir le chiffre des morts tout simplement doublé en quelques semaines, puisque aujourd'hui les pronostics pessimistes affichent encore 85, 90, parfois 100 000 victimes potentielles, 135 000 annoncées aujourd'hui par l'Université de Washington en cas de reprise anticipée ou prématurée de l'activité économique, ce qui est clairement ce à quoi on assiste aujourd'hui. Mathieu Jabodon, vous qui avez à la fois le point de vue d'un Français qui voit un peu les choses de l'extérieur, mais aussi d'un praticien qui vit cette crise en temps réel à l'intérieur du système américain, pourquoi l'épidémie fait-elle, d'après vous, autant de dégâts aux États-Unis alors qu'elle est partie de très loin d'Asie? Est-ce la faute au retard dans la détection, à la structure fédérale qui empêche une réponse coordonnée, ou bien au système de santé lui-même, aux antécédents médicaux aussi des Américains? En général, il a sûrement ses défauts, le système fédéral aussi, la réaction des uns des autres en fonction des pays, comme vient bien d'expliquer juste avant. Moi, je mettrais aussi pour le cas de New York, par exemple, et si je le compare à Nashville, où la situation reste extrêmement calme, je le mettrais surtout sur le compte aussi d'une densité de population dans ces régions qui a fait réellement s'embraser la situation, avec un nombre de cas qui a réellement dépassé ce système de santé, qui a ses limites propres, bien sûr. En France, les choses ont tenu. Je suis en contact très régulier avec tous mes collègues. Les choses ont tenu. Ça a été difficile dans certaines régions, je pense, à l'instar de certaines régions comme New York ou d'autres régions italiennes. Mais c'est, à mon avis, la densité dans ces régions qui a été un facteur déterminant.
Il y a des disparités fortes d'une région à l'autre, Jean-Éric Brana, entre les côtes, les grands centres urbains et puis les États ruraux. Bah, écoutez, Mathieu l'expliquait, il disait qu'il était à Nashville et que c'était très calme. Nashville, on peut donner le chiffre, hein. C'est 28 morts aujourd'hui et moins de 3000 cas depuis le départ. Sur l'ensemble du Tennessee, on est à peine à 200 morts, 219 pour être exact, comme ça on ne va pas se faire attaquer sur la réalité des chiffres. Mais c'est cette réalité-là qui fait qu'on est dans un univers très différent de New York, fait que la perception même de cette crise est très différente. Quand vous êtes dans le Wyoming, où le gouverneur expliquait que les habitants sont confinés toute l'année puisqu'il y a un habitant tous les 2 km², bien sûr, on ne ressent pas les choses de la même façon et on n'a pas envie d'être confiné comme on le ressent. On ressent même le besoin à New York, alors que la peur était à chaque coin de rue, puisque les gens mouraient comme des mouches, hein, si je peux le dire ainsi. C'était vraiment des chiffres affreux qui nous étaient annoncés tous les jours. Donc tout cela fait que, en rajoutant, comme le disait Mathieu, la grandeur du pays, ça fait que effectivement, quand Donald Trump explique qu'il faut reprendre très vite le travail, qu'il faut repartir, eh bien, il est entendu. Il est entendu parce que les 3/4 des gens dans le pays sont très tristes de ce qui se passe à New York ou ce qui s'est passé à un moment dans certains coins de Californie, de Washington, de l'Illinois ou du Michigan, et puis tout ce qu'il y a autour de New York. Mais à part ça, on a envie de repartir dans une vie normale, bien entendu. Et même entre les deux États les plus touchés, New York et la Californie, où vous trouvez, Marie-Agnès Suquet, les conséquences de l'épidémie ne sont pas les mêmes. Non, alors je rebondirais justement sur ce que disait Mathieu, c'est-à-dire qu'en Californie, et enfin, particulièrement à Los Angeles, où moi je vis, la densité de population, elle est très forte, mais on n'est pas du tout confiné sur un même périmètre. À Los Angeles, c'est une ville très étendue, il y a très peu de transports en commun, les gens vivent plutôt dans des maisons, donc il y a moins ce risque de contamination et le confinement a été décrété très tôt, ce qui fait que... dès le 19 mars, en même temps que la France. Exactement, le 20 mars, ouais. Exactement. Et du coup, les gens l'ont plutôt respecté. Alors moins, on va dire, sur les côtes où il y a les plages, mais du coup, ça a permis de contenir. Si je peux juste rebondir sur votre question précédente, pourquoi l'épidémie s'est un peu répandue aussi vite aussi, je dirais que c'est pas seulement une question de densité, c'est une question de système de santé. C'est un système de santé qui est pas universel. Faut bien se le mettre en tête. C'est-à-dire que c'est le seul pays industrialisé, les États-Unis, qui n'ont pas de système de santé universel. Et donc, si vous voulez, les gens payent pour leur santé et les gens payent très cher pour leur santé. Aller à l'hôpital, aller chez le médecin, c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Il faut se mettre face à ces gens qui ont perdu leur emploi, environ 40% des Américains n'ont pas $400 d'épargne sur leur compte en banque. Donc, vous imaginez bien que dans cette société à crédit, si vous n'avez plus de travail, vous n'avez plus de rentrée d'argent et donc, vous n'avez pas envie de prendre le risque d'aller à l'hôpital pour vous retrouver avec une facture médicale énorme parce que vous ne savez pas encore combien ça va vous coûter. Et Adam Gaffney, qui est le président de PNHP, qui est l'association des médecins pour un système de santé pour tous aux États-Unis, le dit bien. Comment voulez-vous contenir une pandémie, quand les gens ont peur d'aller à l'hôpital? Tout est dit. Et oui, hein, ce qui fait d'ailleurs, Mathieu Mavin, que le confinement, ça n'allait pas de soi pour beaucoup d'Américains, car les Américains qui ne peuvent pas travailler de chez eux, eh bien, eux ne bénéficient pas, comme en France, du chômage partiel. Non, effectivement. Et puis, il faut bien reconnaître une chose. D'abord, le chômage n'existe pas, en tout cas pas au sens de l'indemnisation, pas au sens où on l'entend en Europe et en France en particulier. Je voudrais rebondir sur ce que disait ma consoeur à l'instant. Oui, effectivement, le système de santé est probablement l'une des causes de la propagation du virus. Et il faut donner des exemples. Cette femme qui est sortie guérie de l'hôpital et qui est devenue quasiment une célébrité aux États-Unis puisqu'elle avait battu un record de facture, sa guérison du coronavirus lui a coûté $36 000 à peu près. Alors, ça n'a pas été le cas, effectivement, pour tous les gens qui ont été hospitalisés ou même vus par un médecin. Mais c'est devenu un cas emblématique. Les assurances santé qui ont immédiatement été sollicitées par la Maison-Blanche pour offrir des soins gratuits ou pour indemniser à 100% leurs clients
se sont immédiatement prononcés favorablement face à cette sollicitation. Mais concrètement, lorsque l'on va vérifier chez les citoyens américains qui ont eu à solliciter leur assurance santé, on réalise que parfois 50% des frais seulement sont pris en charge. Mais on parle de factures qui parfois dépassent, on l'a dit, les $35 000, mais plus couramment les $9 000 pour un test, par exemple, ou $6 000 pour un test qui, en théorie, devait être gratuit. En tout cas, c'est ce que les gouverneurs s'étaient engagés à faire. Concrètement, je crois que l'une des leçons que l'Amérique devra retenir de cette pandémie, c'est tout simplement l'extrême faiblesse de son système de santé, mais ça, on le savait déjà, mais un système de santé qui n'est pas faible que pour les gens qui ne sont pas couverts, mais qui le sont également pour ceux qui croient qu'ils le sont. Pour parler de proximité, notre voisin immédiat ici a perdu la totalité de ses cotisations retraite, de son épargne retraite, puisque là non plus le système de retraite français n'est pas équivalent au système de retraite américain, une retraite par capitalisation. Et ici, la crise économique comparable à celle de 29 selon certains économistes va faire perdre la quasi-totalité de l'épargne des Américains, une crise dont l'Amérique aura certainement du mal à se remettre. Ah oui, se soigner coûte cher aux États-Unis et pour le faire, eh bien, il faut donc travailler. On n'a pas le choix. Rester chez soi, c'est prendre le risque justement de ne pas avoir les revenus nécessaires à faire face à demain une maladie comme le coronavirus. Résultat, eh bien, beaucoup protestent contre le confinement. Exemple dans le Michigan, c'était il y a quelques jours. Reportage pour France 2 de Loïc Delamornay, Ariel Montagne et Lisa Seton. À l'échelle d'un État, ils ne sont pas très nombreux, quelques centaines. Mais ces manifestants sont déterminés et armés, comme le permet la loi américaine. On est un des rares États à avoir un confinement et des restrictions aussi extrêmes. Il y a une bonne et une mauvaise méthode. C'est allé trop loin. Ces soutiens de Donald Trump sont venus hier à Lansing, la capitale du Michigan, pour exiger la fin des mesures de confinement et mettre la pression sur la gouverneure démocrate Gretchen Whitmer. L'état d'urgence, ce n'est pas le virus. L'urgence, c'est l'économie du Michigan. Quelques instants plus tard, la tension monte d'un cran. Les manifestants pénètrent dans le hall du Capitole de l'État. Toujours armés, là encore, c'est légal. Mais ils veulent entrer dans la salle des débats où s'exprime la gouverneure et en sont empêchés par la police du Parlement. Ouvrez la porte! Vous nous trahissez! Vous trahissez le peuple! Par Twitter, une sénatrice démocrate affiche sa peur. J'ai des hommes armés qui hurlent au-dessus de moi. Certains de mes collègues portent des gilets pare-balles. Je n'ai jamais été aussi heureuse qu'il y ait avec nous des policiers du Parlement. Pas de quoi faire fléchir la gouverneure. Avec près de 4000 morts, l'État du Michigan est le plus touché après New York et le New Jersey. Peu m'importe si d'autres autorités dans le pays pensent que cette pandémie mondiale est terminée. Nous avons perdu 103 concitoyens du Michigan ces dernières 24 heures. Ça n'est donc pas fini. La gouverneure a renouvelé l'état d'urgence et maintenu la plupart des mesures de confinement jusqu'au 28 mai. On voit la réaction de ces habitants du Michigan. Marie-Agnès Suquet, la santé, c'est un luxe aux États-Unis. Ça passe après le travail. Alors, c'est un luxe, ça c'est sûr, parce que même quand on est assuré, ça ne veut pas forcément dire qu'on y a accès. Pour revenir sur est-ce que ça passe après le travail, expliquer en quelques mots comment ça fonctionne, on va dire qu'un Américain sur deux bénéficie d'une assurance santé via son travail, qui est donc en partie payé par son employeur, et les autres sont appelés à s'assurer via une assurance personnelle sur le marché Obamacare, et les derniers vont être pris en charge par les plus pauvres et les plus vieux, pour généraliser, par une assurance entre guillemets publique. Ce que je veux dire, Medicare et Medicaid, ce sont les deux Medicare et Medicaid, qui ont été mis en place, qui datent de Lyndon Johnson, mais qui ne couvrent qu'une faible partie de la population, et notamment pas les classes moyennes. Exactement, et c'est justement ça, c'est-à-dire que la plupart des gens qui s'assurent, ce que disait tout à l'heure très bien, c'est-à-dire suffisant, parce que si vous voulez, pour schématiser, vous payez un forfait mensuel qui est déjà très cher pour être couvert par une assurance santé, mais ça ne veut pas dire qu'une fois que vous aurez besoin d'aller chez le médecin ou aller à l'hôpital, vous allez être pris en charge. Vous avez ce qu'on appelle une franchise qui varie en fait selon le plan, l'assurance que vous choisissez. Donc plus vous payez cher, mieux vous êtes couvert en quelque sorte, et donc cette franchise parfois elle atteint plusieurs milliers de dollars, ce qui veut dire
très concrètement que tant que vous n'avez pas sorti ces milliers de dollars de votre poche, votre assurance ne vous couvre pas. Et ça ne veut pas dire qu'une fois que vous avez atteint ces milliers de dollars, vous êtes couvert, vous avez encore le copayment, c'est-à-dire que vous avez une part qui reste à votre charge une fois que l'assurance rentre et commence à vous couvrir. Donc, si vous voulez, il y a des études qui ont été faites, par exemple, pour estimer le coût qui reviendrait à la charge d'une personne, d'un Américain avec une assurance s'il devait se faire hospitaliser en cas de Covid-19, ça lui reviendrait entre 9 000 et 20 000 dollars de sa poche. Voilà. Qu'a changé l'Obamacare, Jean-Éric Brana? Parce que c'était bien ça l'objectif à l'origine de la réforme de Barack Obama, rendre l'assurance médicale, la sécurité sociale, comme on la connaît en France, générale pour tous et permet donc à chacun d'avoir une couverture santé adaptée à ses moyens. Alors, l'Obamacare a permis de couvrir des gens qui n'étaient pas couverts, mais l'Obamacare qui est toujours valable aujourd'hui, même si Donald Trump a essayé de le démonter. D'ailleurs, le documentaire de Marie-Agnès explique très bien comment l'administration Trump a essayé de détruire brique par brique cet Obamacare, mais il est toujours là. Et on a une preuve très simple, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui rentre après avoir eu un Covid, avec l'ancien système, c'est-à-dire avant Obamacare, on n'aurait jamais retrouvé une assurance puisqu'il avait une maladie qui aurait semblé trop suspecte ou trop dangereuse aux assureurs pour qu'ils l'assurent, à moins de payer, bien sûr, à prix d'or. Donc aujourd'hui, ils sont obligés de le faire. Ça, c'est l'Obamacare qui a enlevé ces conditions préexistantes avant d'assurer quelqu'un. Ça, c'est une avancée très importante. L'idée d'une universalité dont qu'on vante souvent, puisque nous, bien sûr, en France, on a ce principe très fort, reposerait sur un autre système, qui est d'ailleurs également soulevé dans ce documentaire que décidément il faut regarder en replay, et qui est qu'il y a un droit de l'homme qui est inscrit en France. Ça fait partie des droits de l'homme, le droit à la santé. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de ce luxe. Vous l'avez employé ce thème, Raphaël, Marie-Agnès également, et vous avez raison. C'est quelque chose d'autre, c'est une marchandise. Il s'agit de savoir si on veut s'assurer ou pas, et on a le droit de ne pas le faire. Or, dans les non-assurés, il ne faut pas oublier que beaucoup de ceux qui ne s'assurent pas, c'est parce qu'ils ne le veulent pas, parce qu'il y a bien sûr ce coût très élevé, mais aussi c'est quelquefois par choix. L'Obamacare avait obligé ces gens-là à s'assurer sur un principe assez simple. Si tout le monde s'assure, ça coûte moins cher à tout le monde, et donc les plus pauvres se retrouvent dans le système de façon automatique, en gommant le droit à ceux qui, par égoïsme et souvent en jouant à la loterie, ne s'assurent pas en espérant qu'ils ne seront pas malades gravement avant très longtemps. Ce système-là, c'est aujourd'hui ce que propose Joe Biden de remettre sur le marché, contrairement à Donald Trump qui veut toujours l'éliminer totalement. Mathieu Jabodon, la santé coûte cher aux États-Unis. Elle coûte cher parce qu'il faut se couvrir à l'aide d'une assurance qui, on l'a vu, on vient de l'entendre, non seulement à un prix élevé, mais en plus ne rembourse pas bien. Mais est-ce que les soins eux-mêmes sont aussi plus chers? Y a-t-il eu des abus de la part du corps médical, des hôpitaux ou de l'industrie pharmaceutique? Alors, de mon expérience qui reste limitée, et en période de crise quand même sanitaire, donc à New York récemment, je suis pas sûr, non. Les médecins, les soignants en général ont tous fait ce qu'ils pouvaient, ont tous prodigué l'ensemble des soins, et notamment en réanimation, parce que là c'est là où je travaillais en particulier, ça c'est vraiment un ressenti, puis j'ai pu en discuter beaucoup avec mes collègues, sans prendre en compte cette dimension-là. J'ai pas eu l'impression, en tout cas dans la façon de prodiguer les soins pendant cette période donc à New York, que l'économie ait eu une influence directe. Bien sûr, comment se négocient ensuite les remboursements, etc. Ça, je peux pas vous le dire. Et puis ça a été évoqué juste avant. Mais les soins, comme en France, ont été prodigués. Le coût de la santé, il est vrai aussi en France. Et ce système universel de sécurité sociale qu'on loue tous à juste titre, fait aussi qu'on a cherché probablement dans les dernières années à réduire aussi les dépenses de santé, et c'est arrivé aussi à fragiliser un système par un autre biais qu'aux États-Unis, mais je ferai assez le parallèle quand même sur ce point-là. Cette pression qu'on a vue dans le reportage, Mathieu Jabodon, du Michigan, qui s'exerce sur les États et leurs gouverneurs, elle pousse, d'après vous, à rouvrir, à déconfiner plus vite qu'il ne faudrait. Est-ce que les États-Unis encourent le risque de voir les contagions repartir? Certains rapports évoquent notamment le doublement possible du nombre de morts au mois de juin.
Oui, vous avez raison, ces prédictions, elles font peur avec une réascension des cas. Elles sont les mêmes, à mon sens, en France et en Europe, dans beaucoup de pays. Il y a un risque de toute façon à déconfiner et la méthode de déconfinement aura sûrement un impact sur ce risque et sur le nombre de cas, mais il faut, quoi qu'il arrive, s'attendre à ce que ces cas augmentent. La balance entre ces mesures et l'économie, c'est sûr, comme ça a été évoqué juste avant, elle va aussi dépendre des régions, j'imagine. À New York, les gens ont toujours peur, malgré le fait que la situation s'améliore là au cours des dernières semaines. Mathieu Mabin, Donald Trump lui-même, sur ses prévisions particulièrement sombres, a révisé lui-même ses chiffres. Il a semblé s'y résoudre dimanche en évoquant le chiffre de 100 000 morts du coronavirus prochainement. Oui, effectivement, alors que sa dernière prédiction était de 60 000 morts, finalement, ce à quoi on a assisté extrêmement rapidement, et ça paraît assez fou aujourd'hui de le formuler, mais rappelez-vous, Donald Trump souhaitait déjà relancer l'économie américaine pour Pâques le 12 avril. Ça n'est toujours pas le cas, évidemment, mais il n'a pas cessé de repousser la date. Mais ça nous donne une information. Finalement, très rapidement, le chef de l'exécutif américain a été confronté à une réalité, c'est la fragilité de l'économie américaine. On a vu que le système de santé était fragile, mais la structure économique américaine est extrêmement fragile, également extrêmement dépendante, notamment des petits travailleurs et de la présence des travailleurs sur leur site de travail. Donald Trump sait qu'un confinement est de nature à fragiliser, voire à détruire l'économie américaine. Ce sont les mots qu'il emploie. Et on a d'ailleurs assisté à une explosion du chômage dans l'ensemble du pays, une explosion du chômage directement liée aux contraintes de confinement, comme le pays ne l'avait plus vu désormais depuis la crise de 29. Donc immédiatement, la Maison-Blanche et le président des États-Unis ont évoqué une relance de l'économie qui était en contradiction totale avec la situation sanitaire réelle. Et à demi-mot, le président américain a formulé le fait qu'il pensait qu'il allait devoir sacrifier des citoyens américains dans cette crise sanitaire pour sauver l'économie, considérant qu'une crise économique grave, finalement, commettrait plus de dégâts dans la société. Il a même dit plus de morts que le coronavirus lui-même. On va revoir justement des extraits de cet entretien accordé à la chaîne Fox News dans un cadre majestueux, le Lincoln Memorial à Washington. C'était dimanche. À 6 mois de l'élection présidentielle, alors que le pays enterre des milliers de victimes du Covid-19, Donald Trump accorde une interview de 2 heures à la chaîne néoconservatrice Fox News. Obligé de revoir le bilan de la pandémie à la hausse, le président américain a toutefois insisté sur la nécessité d'un retour à la normale. We're going to lose anywhere from 75, 80 to 100,000 people. That's a horrible thing. We shouldn't lose one person over this. But no, I think you can really have it both ways. I think a lot of people want to go back. They just want to go back. You see it every day. You see demonstrations all over the country. Avant le coronavirus, Donald Trump misait sur une économie solide pour sa réélection. Mais les économistes prédisent maintenant que la maladie pourrait pousser le taux de chômage à 16%, un record pour les États-Unis. Risquant de s'attirer les foudres du camp républicain, Donald Trump suggère que les aides de l'État pourraient dépasser le plan de 3 milliards de dollars, déjà validé par le Congrès américain. It's not your fault. I mean, just remember that it's not your fault. And there is more help coming. There has to be. Dernière touche d'optimisme, malgré les annonces des services de santé américains, le président pense qu'un vaccin contre le Covid-19 pourrait être disponible d'ici la fin de l'année. Un message d'espoir donc, tout en continuant d'accuser la Chine d'être responsable de cette pandémie mondiale. Voilà, vous l'avez vu, cette intervention de Donald Trump, les extraits compilés par Florence Gaillard pour France 24. Jean-Éric Brana, on a parfois du mal à suivre Donald Trump qui tout à la fois prédit une aggravation du bilan de l'épidémie et fait part dans le même temps de son impatience de sortir du confinement, voire même incite ses partisans à manifester bruyamment, comme on l'a vu plus tôt dans le Michigan.
Oui, alors ça, c'est si on regarde uniquement le Donald Trump qui est à Washington et qui s'agite, parce qu'en réalité, il y a deux Donald Trump, il y a un peu un Donald et un Trump, il y a celui qui est à la tête de la gestion de crise, et c'est celui que regardent ses supporters, et puis l'ensemble du pays, on va dire en dehors des deux côtes, hein, qui regarde si les respirateurs sont bien distribués à travers les États, s'il y a des masques pour tout le monde, des tests, qui parle de ce genre de choses, qui est aujourd'hui d'ailleurs en Arizona pour visiter une usine de masques. Et puis, il y a l'autre Donald Trump, celui qui veut repartir très vite sur le monde d'avant, repartir en campagne parce qu'il a un agenda que dans 182 jours, il va être face à un scrutin majeur pour lui puisqu'il s'agit de sa réélection. Et bien entendu, il a bien compris que si ça ne repart pas très vite, eh bien, sa réélection, elle s'envole avec ce coronavirus et c'est tout danger pour lui. Donc, il y a en réalité beaucoup d'agitation. Je crois que la plupart des Américains ne regardent pas Donald Trump et qu'on en parle un petit peu trop dans les médias. Ce qu'ils regardent, c'est les experts autour. Ils regardent les Mathieu et tous ses collègues qui sont partout et qui se défoncent pour sauver des vies. Ils regardent les gens au quotidien qui sont en première ligne et qui permettent que l'économie continue à fonctionner. Ils regardent leur propre survie, ils regardent leur famille et ils ont envie qu'on avance. Ils parlent des confinements aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que certains manifestent, pas toujours pour soutenir Donald Trump, mais parce qu'il y a là aussi une vraie peur de perdre son emploi, de tomber dans la pauvreté, C'est un monde très compliqué, les États-Unis. Hein. C'est que toutes ces protections sociales que nous avons en France n'existent pas, et donc tout ça fait que c'est très compliqué, très brouillé, et que le bruit qu'il y a à Washington, il faut le garder pour l'instant comme étant du bruit, et peut-être y prêter moins d'attention qu'on a l'habitude de le faire, parce qu'on n'est pas encore dans le temps politicien, même si Donald Trump aimerait bien pouvoir le réactiver. Mathieu Jabodon, lorsque Donald Trump prédit qu'il y aura un vaccin d'ici la fin de l'année ou qu'il vante à nouveau l'hydroxychloroquine contre laquelle la Food and Drug Administration a pourtant mis en garde, est-ce que ce n'est que du bruit washingtonien qui n'a absolument aucune incidence sur l'efficacité ou pas du système médical et des soignants, ou bien au contraire, est-ce que ça pose un réel problème à ceux qui sont au plus près du terrain et qui répondent aux attentes des Américains ? Je pense effectivement que ce sont des moyens de communication qui sont probablement utilisés pour essayer de rassurer le plus grand nombre en faisant espérer la disponibilité déjà d'un traitement pour la chloroquine, ça c'était depuis plusieurs semaines déjà, ou la perspective très proche d'un vaccin. Bien sûr, la chloroquine, on n'a pas de preuves scientifiques que c'est efficace. Ça a été utilisé dans le monde entier, donc en particulier aux États-Unis, pendant les premières semaines, et moi j'ai pu le voir à New York en particulier. Les praticiens, les soignants en reviennent à la lumière maintenant des preuves scientifiques qui laissent douter de son efficacité. Quant au vaccin, moi j'ai entendu d'autres prévisions qui étaient une durée d'au moins 18 mois pour pouvoir mettre ça au point, pour pouvoir le tester et le rendre disponible au plus grand nombre. Donc effectivement, je pense que ce sont aussi des moyens d'essayer de réassurer la population pour permettre peut-être là aussi une reprise économique. Je pense que c'est un réflexe relativement humain quelque part, mais qui témoigne, c'est sûr, d'une grande incertitude. Marie-Agnès Suquet, par ses propos, par sa parole, par son action, mais aussi son inaction, Donald Trump, est-ce qu'il porte d'après vous une responsabilité sur l'ampleur prise par cette crise aux États-Unis ? Ah oui, moi, je suis peut-être pas très objective, mais oui, je trouve que ces propos sont extrêmement dangereux. Quand on voit, par exemple, qu'il s'interroge sur le fait de tester la thérapie par la lumière ou par l'injection d'un désinfectant dans notre corps. On voit d'ailleurs sur Twitter, sur les vidéos qui circulent de la réaction de sa conseillère scientifique qui contient son choc. Mais c'est vrai que en poussant, moi ce qui m'inquiète, c'est que en poussant à réouvrir l'économie pour des questions de réélection, forcément on prend le risque de répandre le virus. C'est vrai qu'il y a 30 millions de personnes, 30 millions d'Américains qui se sont inscrits au chômage depuis que la crise a commencé. C'est énorme. Ce sont
quasiment la majorité de ces Américains vont se retrouver sans assurance santé. Mais le problème, c'est que sans assurance santé, donc encore moins de possibilités d'aller se faire soigner, ça va se répandre. Sauf que beaucoup d'États aux États-Unis, je parle des États ruraux, ne sont pas équipés suffisamment pour prendre en charge une vague de patients contaminés. Ils n'ont pas assez d'hôpitaux et ces hôpitaux sont souvent proches de l'insolvabilité. Et donc, ils ne seraient ni assez nombreux et n'auraient ni assez d'argent pour faire face à une vague de patients qui arriverait dans ces milieux ruraux. Donc, il y a un vrai risque, en fait, de propagation de l'épidémie dans des États qui se croient à l'abri et qui pourraient ne pas pouvoir du tout contenir une vague de patients atteints du Covid-19. Mathieu Mabin, en un mot, parce qu'on arrive au terme de cette émission, on est à 6 mois de l'élection. Normalement, on devrait être en plein feu de la campagne. Quelques semaines seulement maintenant des conventions républicaines et démocrates. La campagne, elle est bouleversée profondément. Et est-ce qu'elle pourra même avoir lieu ? Elle est plus que bouleversée, elle est dans le coma tout simplement. Les correspondants en poste aux États-Unis ont parfois été désignés pour couvrir une élection présidentielle et c'est absolument pas le travail que nous faisons aujourd'hui. On cherche à l'horizon les déclarations ou les apparitions de Joe Biden, qui, il faut le rappeler quand même, est quasiment le candidat démocrate désigné à la présidentielle. Je dis bien quasiment puisque même la primaire démocrate n'a pas pu arriver à son terme et on ne sait absolument rien de la convention démocrate cet été. Aura-t-elle lieu? Comment le candidat sera-t-il réellement désigné? Bon, une inconnue comme on n'en a jamais vu clairement dans les élections américaines. Alors, Donald Trump, on l'a vu, souhaite une sortie de crise accélérée, rapide. Je crois qu'il veut une campagne, même s'il a aujourd'hui un avantage majeur. Lui ne souffre finalement pas tellement de ce Covid-19, pas en tout cas dans ses prises de parole. Il a la parole 2 heures par jour, un panel de journalistes et une garantie de diffusion de son propos comme il n'aurait probablement pas eu dans une campagne ordinaire. Donc oui, lui a la parole et est avantagé, c'est certain. Un pays confiné, mais ce n'est pas le cas de son président. Merci beaucoup, Mathieu Mabin. Merci également à Jean-Éric Brana, à Marie-Agnès Suquet et Mathieu Jabaudon d'avoir été avec nous pour ce débat. C'est la fin de cette émission. Prochain débat, c'est ce mercredi sur France 24. Restez avec nous, à très vite.